Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre tranche d'émission Entretien sur A30 Télévision. Je reçois sur ce plateau Monsieur Deo Bizibou Balola. Il est secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social en charge des questions politiques et administratives. Bonjour Monsieur Deo Bizibou. Oui, bonjour madame, je vous salue, j'en profite pour dire meilleurs vœux. Bonne année à toute l'équipe d'Actu 30 en commençant par madame Rachel, tous les héros de l'ombre en tout cas, je les salue. Bonne année à tout le monde et ainsi qu'à tous les auditeurs d'Actu 30 qui nous suivent en ce moment précis. Monsieur Deo Bizibou Balola, votre parti, l'UDPS, a amené Félix Tshisekedi pour un second mandat à la magistrature suprême avec un taux de participation de 48%. Félix Tshisekedi obtient 73% de voix. Est-ce une réjouissance lorsqu'on sait qu'il est élu président issu d'une minorité de Congolais qui ont participé à ce vote? D'abord, c'est pas nous sur l'UDPS, nous disons nous l'UDPS avec l'ensemble de nos partenaires de l'Union sacrée, c'est nous qui avions amené le chef de l'État vers ce second mandat. Je ne cessais de vous le dire chaque fois que nous étions invités ici dans votre différentes émissions que l'objectif était de donner au chef de l'État un second mandat, mais aussi une majorité qui lui soit acquise, qui lui permette de mettre en application le projet de société, le peuple d'abord. Et je disais, à l'état original tel que nous légué par Félix Tshisekedi Omulumba, eh bien, nous sommes à la première étape, il a été élu conformément aux lois du pays. La CENI venait de rendre public ces résultats dont nous nous félicitons parce que 73,34%, ça c'est bon. Nous avons effectivement battu campagne pour le chef de l'État. Comme je vous disais, chaque fois qu'on me posait la question comment nous deux personnes préparer les élections, je vous disais chaque fois que notre laboratoire fonctionnait, vous nous avez vu le secrétaire général circuler et donc sillonner le pays tout entier. Bien avant lui, nous les secrétaires généraux adjoints, nous avons sillonné le pays tout entier et chaque SGA est dans sa zone, et bien nous l'avons fait, mais aussi le chef de l'État a mis en place une sacrée qui est une constellation. Ça, quand nous parlons de la politique d'encerclement, les adversaires sont retrouvés presque seuls, esselés sur toute l'étendue du territoire, pendant que Félix Antoine Tshisekedi lui avait toute une grande équipe, une constellation des leaders d'envergure nationale, d'envergure provinciale, et qui était en train de battre campagne pour lui sur toute l'étendue du territoire. Et donc ces résultats consacrent exactement les stratégies qui ont été mises en place aussi bien au niveau du parti du PS, mon parti, ainsi qu'au niveau de nos sacrés. Donc nous nous en félicitons et nous disons que voilà, nous attendons maintenant que la Cour constitutionnelle puisse publier les résultats définitifs et que le chef de l'État prenne serment pour un second mandat et sera parti. Nous remercions le peuple congolais, les populations congolaises qui se sont mobilisés pour aller aux élections. Malheureusement, tous n'ont pas pu voter. Il y a eu des intempéries, il y a eu des pesanteurs. L'essentiel est que conformément aux lois du pays, la loi électorale, voilà, le chef de l'État a été élu. Nous souhaitons à nos concurrents qui étaient en face de nous une bonne continuité, tout simplement. C'est ça. C'est comme dans un match, on ne gagne pas. Soit on gagne, soit on perd, soit c'est un match, mais ici, il ne s'agit que perdre ou gagner. Et nous avons gagné exactement. Nous félicitons le chef de l'État et nous remercions tous les partenaires, tous les combattants de l'UDP, tous les cadres qui ont contribué qui ont mouillé le maillot pendant la campagne pour que le chef de l'État soit élu avec ses scores. Vous vous réjouissez de la victoire de Félix Tshisekedi. Entre-temps, l'opposition ne cesse de contester ces résultats provisoires publiés par la CENI. Il y a une partie de l'opposition qui appelle à l'annulation, d'autres appellent à l'application de l'article 64. Au niveau de la Cour constitutionnelle, l'opposition n'est pas allée déposer sa requête pour contester ces résultats. Aujourd'hui, comment est-ce que vous allez gérer d'ici avec toute cette contestation de l'opposition? J'aborde cette question à deux niveaux. Ces deux niveaux, c'est d'abord constater que nous, je le dis au nom de l'UDPS, nous avons lutté pendant 37 ans dans l'opposition dans ce pays et nous continuons à lutter dans ce pays même quand nous sommes au pouvoir pour l'état des droits. L'état de droit suppose que
et tout Congolais est libre de s'exprimer. Cette liberté d'expression, nous l'avons acquise chèrement. On ne peut pas la refuser à qui que ce soit. Ça, c'est ça veut dire quoi? Si c'était à l'époque de Mobutu Konso, ces gens iraient en prison. Si c'était à l'époque de M. Kabange il n'y a pas longtemps, l'élection aurait eu lieu pendant qu'on a coupé la connexion Internet, n'allait pas exister, on essayait en train de mettre les gens en prison. Cette élection vient d'avoir lieu. Aucun opposant n'est en prison. Tous, ces messieurs, ces dames qui parlent aujourd'hui, étaient en prison à l'époque de M. Kabange. D'autres étaient, vous parlez de ces messieurs-là, il y en a un qui n'était même pas permis de mettre de fouler les pieds sur le sol congolais. Ça lui était interdit. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi, la liberté d'opinion, d'expression, de circuler, elle est là. De ce côté-là, l'UDPS a gagné par rapport à ce combat-là. Une contestation qui se justifie parce qu'il y a eu de machines à voter qui se retrouvent entre les mains des membres de l'Union sacrée. Vous ne trouvez pas que l'opposition a raison de contester ce résultat? Je parlais que j'y allais en deux temps. Le deuxième temps, c'est que je constate qu'il y a eu le processus électoral qui a été suivi de bout en bout. D'abord, je constate que ce processus aura été inclusif. Comment? Tout le monde qui a déposé la candidature est allé aux élections. Rappelez-vous que ces opposants-là craignaient, disaient que certaines candidatures n'allaient pas être prises en compte, n'allaient pas passer les mailles d'abord de la CENI, ensuite les mailles de la Cour constitutionnelle. Mais les mêmes opposants ont félicité et la CENI et la Cour constitutionnelle. Un très bon jeu. Et l'élection a eu lieu. La veille, pendant qu'on allait aux élections, ils étaient optimistes. Ils ont voté. Ça devient comme une équipe de football. Les entraînements ont lieu. On est sur le terrain. Pendant qu'on arrive dans les prolongations, pratiquement, quand l'arbitre doit siffler la fin du match, une équipe qui va quitter le terrain. Mais comment comprendre ça? Mais vous êtes engagé, vous êtes sur le terrain. De la même manière, vous avez félicité la CENI. Vous avez félicité la Cour constitutionnelle pour avoir admis les candidatures des uns et des autres. À quoi vous ne croyez pas? Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Mais qu'est-ce que nous constatons? Il s'agit tout simplement de mauvais perdants. Des mauvais perdants dans la mesure où ils se sont rendus compte, oh là là, nous sommes perdants, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qui est très important, madame? Tout ce qu'on fait comme politique, il est censé se faire au nom du peuple. Vous avez assisté lorsque Félix Antoine Tshisekedi est élu lors du processus de 2018-2019, vous avez vu à travers le Congo tout entier, les populations sont descendues dans le rue pour exprimer leur joie. Vous avez vécu encore une fois lorsque Félix Antoine Tshisekedi vient d'être réélu. Voyez-vous comment les populations, il a même vous avez vu la marée humaine qu'il a drainée par surprise. On n'a pas invité les gens pour venir marcher avec lui, non. Par surprise, juste après la proclamation des résultats, une marée humaine vient, il marche à pied, juste dans la grande artère, Kintambo, est escorté par la marée humaine vers la cité de l'Union africaine. Donc, le peuple, madame, s'est retrouvé à travers Antoine Tshisekedi. Et quand vous voyez, posez maintenant la question, qui sont ces populations qui sont avec les opposants? Nullement, on ne le voit pas. Mais quand même, il y a déjà des prémices qui montrent lorsqu'il y a les votes qui devaient commencer à 7h, le bureau qui est ouvert à 10h, 11h, les autres, il y a des élections qui sont déroulées le 21, le 22 jusqu'au 25. Voilà. Madame, est-ce que l'opposition n'a-t-elle pas raison de contester ces irrégularités? Madame, je pense que nous sommes ici dans le cadre des lois et de la constitution du pays. Un pays, une nation va de l'avant en fonction du respect des textes du pays. Une nation ne va pas de l'avant par les violations des textes du pays. Si tout le monde a déposé sa candidature, d'abord il y a eu l'enrôlement en vertu des textes, il y a eu les dépôts de candidatures en fonction des textes, là on a battu campagne, la campagne est régie par les textes, ainsi de suite. Maintenant, nous sommes allés aux élections. Je constate que lorsque la Constitution, je pense l'article 61, alinéa 1er, a prévu comment est-ce qu'il faut contester les résultats et des élections. Ici, nous ne sommes pas dans des marches d'ordre citoyenne où on s'exprime contre la vie chère. Non, ici nous sommes, c'est précis, la contestation des élections. Elle s'est faite devant les cours et tribunaux. Et c'est comme ça, d'abord quand vous parlez de ces opposants-là, madame, 26 candidats. Mais vous entendez les autres qui étaient à l'opposition contre Félix Antoine Tshisekedi reconnaître, le féliciter, dire nous reconnaissons notre défaite.
vous avez l'ancien Premier ministre, Muzito. Voilà, Adolphe Muzito qui a reconnu. Il y a un certain nombre de candidats qui ont reconnu la victoire, mais les autres, ils avaient peut-être une autre planification. Mais qu'à cela ne tienne, nous constatons que chaque processus, les lois ont prévu comment contester. Mais M. D, est-ce que vous ne reconnaissez pas ces irrégularités-là, ces élections? Madame, est-ce que vous vous rappelez, madame, des problèmes logistiques, des machines à voter retrouvées entre les mains de partis? Je vais y arriver. Je vous fais noter que c'est la première fois dans ce pays où on a vu la candidature d'un chef de l'État en fonction attaquée à la Cour constitutionnelle. On n'avait jamais vécu ça dans ce pays. Et ça, c'est la démocratie. Et maintenant, toutes ces contestations-là, tout ce qui a été observé pendant les élections doit être conduit, cheminé devant les juges, la Cour constitutionnelle. C'est à elle maintenant de juger sur la régularité ou non. Une cour acquise à Félix Tshisekedi selon les opposants. Acquise à la cause de Félix Antoine Tshisekedi, mais cette même cour a été félicitée pour avoir accepté les candidatures des uns et des autres, non? Voilà pourquoi il n'y a pas eu de dépôt. J'ai dit. Des contestations, la cour n'a pas enregistré. Je dis, mais parce que c'est... Je pose la question. Lorsqu'ils ont déposé les candidatures consorts, ne savaient-ils pas, prétendent-ils que la cour était acquise? Mais du moins, la cour est acquise comment? Vous savez que la cour constitutionnelle est composée par 3 composantes pratiquement. Il y a 9 juges, dont 3 sont nommés par le chef de l'État, de son propre chef. Il y a 3 qui viennent du Conseil supérieur de la magistrature. Aussi, il y a 3 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et le Parlement. Voyez-vous, le Congrès. Voyez-vous. Donc vous ne pouvez pas dire que Félix Antoine Tshisekedi, c'est lui lui n'a désigné que 3. Mais les 6 autres viennent d'où? Des institutions. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un veut remettre en cause la Cour constitutionnelle, c'est qu'il remet en cause aussi le Parlement qui a engendré la Cour constitutionnelle, les 3, c'est qu'il remet en cause aussi les conseils supérieurs de la magistrature, qui a aussi donné 3. Et là, on fait quoi? Là, on ne sait pas où est-ce qu'on est. Et ça veut dire, ce sont simplement des prétextes. Il faut aller jusqu'au jeudi, de la même Cour qui a validé leur candidature, la même Cour, la même CENI qui a validé les candidatures. Mais pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Je constate que ce sont des mauvais perdants, tout simplement, qui n'ont pas voulu aller jusqu'au bout du jeu, en constatant leur échec, tout simplement. Et moi, je voulais dire ceci. Je préconise chaque fois que tout soit fait à travers le monde, y compris la politique, selon la vocation. Madame, vous êtes là devant le micro, vous avez appris le journalisme, vous êtes en train de cheminer dans ces domaines, ici avec la maison actuelle, et ainsi de suite, chacun à sa place. Il y a des personnes qui sont... J'ai fait les centres de la communication, mais je constate que j'ai une vocation tout à fait autre, quoique ayant fait ces études-là. Ça veut dire, il y a des gens qui sont en politique, qui ne devaient pas y être, qui n'y sont pas par vocation. C'est comme ça que moi j'ai tendance à ne pas parler de classe politique, mais plutôt de grâce politique. Il y a des gens qui sont des hommes d'affaires, qui viennent chercher l'argent en politique. Non, il y a des gens qui auraient dû faire les affaires, et bien leur demandons d'aller faire les affaires, chercher l'argent. Mais M. Deo, est-ce que l'UDPS reconnaît au moins qu'il y avait ces irrégularités? Il n'y a pas que les opposants qui ont démontré qu'il y a eu irrégularité de ce processus électoral. La MOE, Sanko et CC a fait son rapport, qui a aussi également relevé ces irrégularités observées lors des élections. Les élections, au lieu de se dérouler que le 20, les élections sont allées jusqu'au 27 décembre. Ça a violé la loi électorale. Tout cela, l'UDPS, les opposants n'ont pas raison de contester ces résultats qui, pour eux, apparaissent comme une fraude électorale. J'ai dit que tout ce qu'on a constaté qui ne s'est pas bien passé, il faut porter ça devant les cours et tribunaux, la Cour constitutionnelle. Et ici, je vous dis ceci. D'abord, il n'y a pas de processus qui soit parfait. Vous êtes en train d'apprendre qu'aux États-Unis, Trump, on est en train de lui poser la question comment ça s'est passé, comment les gens ont voulu marcher sur le Capitole, un haut lieu symbolique des États-Unis. Et il est même en voie de ne pas être, sa candidature risque même de ne pas être validée aux primaires de son parti à cause de ça. Mais tout ça se passe devant les lois. Cela a été porté devant les juges et lui aussi va se défendre devant les juges. Je dirais, l'œuvre humaine est toujours perfectible. Ces élections-là dont on parle, c'est aux États-Unis. Ça s'est préparé, il a eu le temps de préparer. Denis Kadima a eu le temps de préparer.
Madame, mais M. Denis Kadima n'a pas eu le temps de préparer. Il a eu suffisamment de moyens. Surtout suffisamment Madame, de moyens. Je vous parle des États-Unis, un pays de vieille démocratie. Je ne vais pas vous parler des mêmes États-Unis. Lorsqu'il y avait l'élection de Bush contre, je pense, un challenger, où on a eu un pays où ils sont très avancés sur le plan technologique à faire les comptages manuels. Donc chaque processus, l'œuvre humaine est perfectible. Il y a eu tous ces problèmes-là qu'il y a eu. Je dis, il faut amener tout ça devant les cours des tribunaux. Ça n'a pas été parfait, je le reconnais, mais il faut aller maintenant devant les cours des tribunaux. Aller devant le cours et tribunaux, Moïse Katumbi a dans une communication à la population congolaise appelé un sursaut citoyen pour sauver le pays. Vous pensez que Félix Tshisekedi aura la tâche facile pour son second mandat? Parce que vous parlez de celui-là. Vous savez, à Bukavu, chez moi, on dit Tuachiane Makazi en Swahili. Ça veut dire laissons à chacun faire son travail. Vous savez, Dieu Dieu ne donne jamais tout à quelqu'un. Parce que vous parlez de M. Moïse. Mais il a battu campagne en quelle langue dans ce pays? Parce que vous parlez de ses opposants là-bas. Il a parlé en lingala. Ok, bon, je ne reviens pas sur ça. Il a eu du mal même. Français il a eu même du mal à articuler. Il a tellement d'insuffisance de telle sorte que je ne sais pas aller jusque-là. Mais il y a eu des candidats qui n'ont jamais battu campagne dans ce pays. Depuis il a déposé sa candidature, puis il a disparu. Il y a eu bref, nous félicitons cela, les candidats qui ont reconnu leur défaite et qui ont déjà félicité Félix-Antoine Tshisekedi. Nous constatons que la communauté internationale aussi reconnaît la victoire. Les présidents sont en train de s'exprimer. C'est ça qui vous rassure. Prenons acte que la communauté internationale. L'élection, c'est au niveau interne, mais aussi, il a aussi des enjeux au niveau diplomatique, très important, au niveau international. Alors, je veux dire que nous disons que c'est un processus. On est allé aux élections. Les opposants, ceux-là dont vous parlez, ont perdu. Il y en a qui se mettent maintenant à chercher à justifier. D'abord, ils parlent au nom du peuple. Ils parlent au nom de quel peuple? Le peuple s'est exprimé légalement. Et je voudrais insister en disant que l'État, la notion d'État a mis fin à la jungle. Ça veut dire le Léviathan existe. L'État est là. Et l'État va faire son travail. Quand M. Katumbi dit non, voilà, le peuple, quel est ce peuple-là? On l'a vu à travers le Congo, il a battu campagne. Félix Tshisekedi a permis tout ça. Parce que lui était en prison. Plutôt, il ne fallait même plus le sol du Congo ici. Mais grâce à Félix Tshisekedi, et voilà, il est devenu candidat. Et voilà, librement, il a circulé à travers le pays. Mais finalement, le peuple a tranché, voyez-vous. Il est question que M. Moïse Katumbi et les autres se soumettent à la volonté du peuple. Et aussi qu'ils se soumettent aux lois du pays. Vous ne pouvez pas prétendre être candidat, diriger, chercher à diriger un pays et méconnaître les lois, la constitution qui régissent la nation. Ça, mais s'il avait perdu sans irrégularité, peut-être Moïse Katumbi n'allait pas contester. Madame, si il constate qu'il y a irrégularité, la loi lui indique où est-ce qu'il faut aller contester. Est-ce que vous le sous-estimez? Il appelle à un sursaut patriotique. Écoutez, les Congolais. Vous savez, l'opposition, cette opposition-là dont vous parlez, d'abord, qu'est-ce qui donne la force à l'opposition? Nous avons passé beaucoup de temps à l'opposition, 37 ans, nous, UDPS. Mais qu'est-ce qui donne la force à l'opposition? C'est l'adhésion populaire. Il a parlé, d'abord, avant la proclamation des résultats avant-hier. Mais on a appris que les gens n'allaient pas, que les gens allaient fêter là. On a suivi M. Levier Kamitato. Non, nous allons célébrer la victoire de M. Katumbi. Vous l'avez vu, était célébré où? Vous avez vu. Les populations descendent en masse à travers les grandes villes du pays, célébrer la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi. Donc pour vous, l'opposition n'a pas l'adhésion de la population? Mais on voit, mais combien de fois on a eu à autoriser les marches de l'opposition ici? Non, celui de Martin Fayulu a été étouffé. Non, écoutez, légalement, parce que la Constitution prévoit l'article 61, alinéa 1er, que les contestations électorales, il faut aller à la Cour constitutionnelle. L'État est là pour faire respecter les lois du pays. Quand la loi dit, voici ce qu'il faut faire,
Il faut s'y conformer. Dans l'UDPS, vous sous-estimez Moïse Katumbi? Oh non, non, je vous ai dit qu'il jouit de cette liberté-là pour laquelle nous nous sommes battus. Il a été candidat lorsque les autres les lui avaient refusé, jouissant de cette liberté-là, ainsi de suite. Nous disons tout simplement que la République, les lois du pays, eh bien, et tout simplement, nous sommes allés aux élections et le processus continue, madame. Ben, il y a notre candidat, Théodore, si Moïse Katumbi fait appel à un sursaut patriotique, un candidat malheureux, Théodore Ngoy, lui demande à Félix Tshisekedi de réunir tous les candidats pour parler Congo, pour notamment parler cette situation qui apparaît comme une crise dans le pays après la publication de ce résultat. Oui, mais lorsque lui, il dit ça, je constate qu'il reconnaît Antoine Tshisekedi comme étant l'élu. Qui est différent, ce qui est la différence par rapport aux autres. Ben, le chef de l'État a toujours fait le travail vers la réconciliation, vers l'unité du pays. Je pense que ce travail va compter parce qu'il a parlé des acquis. Nous parlons de la consolidation des acquis. Exactement. Quand vous regardez autour de Félix Antoine Tshisekedi, tous ceux qui sont là, et là même pendant ce mandat ici, il y en a qui étaient ses challengers dans l'ancien régime. Voyez-vous? Donc ça ne pose pas un problème, le chef de l'État va continuer à faire son travail de rassembler le fils et les fils du pays pour la bonne cause, la défense des intérêts du pays. Alors, parce que vous parliez de ses opposants, Martin Fayulu, écoutez. Monsieur d'abord n'a jamais cru à ce processus. Jamais. Il a interdit à ses candidats de pouvoir, à ses cadres de pouvoir déposer les candidatures. Voilà quelqu'un qui allait être président après avoir jeté en pâture tous ces cadres du parti. Comment pouvait-il diriger? Comment le peuple pouvait le prendre au sérieux? Quelqu'un qui vient solliciter le mandat, mais derrière lui, il n'aura même pas un député national. Vous aussi, en l'expérience de 2018, vous étiez Félix Tshisekedi élu président, mais il n'avait pas une majorité parlementaire. Non, attention, c'est différent. Nous sommes, Félix Antoine Tshisekedi est allé aux élections avec tous ces candidats, députés nationaux, députés provinciaux, mais on a eu 32. Mais c'était... Et c'est sur base de ces 32-là que Félix Antoine Tshisekedi a créé l'Union sacrée exactement. Il n'avait pas 0. Mais lui, monsieur l'opposant dont nous parlons ici, il n'a pas déposé les candidatures de ses cadres à la députation nationale ou provinciale. Donc comment le peuple allait le prendre au sérieux? Lorsque quelqu'un qui va être président, qui n'a personne derrière lui. Donc on allait entrer dans une... Donc, voilà comment le peuple ne pouvait pas lui faire confiance à ce niveau-là. Donc je disais qu'il n'avait jamais cru en ce processus, jamais. C'est en dernière minute, on se rend compte que ça devient une réalité parce que, je rappelle que lorsque nous arrivons, d'ailleurs, je pense que vous m'avez posé une question autrefois, si ce n'est pas vous, est-ce quelqu'un d'autre ici à 30, vous posez la question de savoir comment nous préparons aux élections. Est-ce que nous croyons aux élections? Cette question revenait chaque fois. Est-ce que vous croyez qu'il y aura élection? Je vous dis chaque fois, les élections auront bel et bien lieu. Pourquoi? Parce que Félix Antoine Tshisekedi, c'est le fils d'Étienne Tshisekedi au monde de heureuse mémoire, qui a fait du respect des textes son cheval de bataille, le premier docteur en droit de ce pays. Donc, nous sommes de son école, où il disait chaque fois, on ne discute pas des lois du pays, non, on les exécute. Et la Constitution a prévu que 90 jours avant l'expiration du mandat chef de l'État en fonction, il faut que la CENI convoque l'électorat. Et effectivement, Félix Antoine Tshisekedi a donné les moyens, a instruit le gouvernement pour donner les moyens à la CENI pour que la CENI organise l'élection dans le délai. Et voilà, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné, madame? Et là, vous voyez la différence entre Félix Antoine Tshisekedi et les anciens régimes, voyez-vous. Sous 1+4, nous sommes 2002-2006. Il y a eu glissement. On a glissé. D'une année, je pense. Sous M. Kabangé, on a glissé. Rappelez-vous, il a fallu que Mme Thérèse Kapanga la meure. Il a fallu qu'on puisse vandaliser les églises catholiques et qu'on sorte. Il y a eu des morts. On a glissé de 2 ans. Voyez-vous. Mais sous Félix Antoine Tshisekedi, il n'y a pas de glissement. Mais on attend son second mandat, espérons. Je vais vous reposer cette question sûrement qu'après l'expiration de son deuxième mandat, on va voir s'il ne va pas glisser. Madame, je vous dis, Félix Antoine Tshisekedi fait partie de l'école l'UDP Tshisekedi. Donc Félix Tshisekedi ne va pas glisser. Notre école, c'est ça notre école. Le respect des lois, de la Constitution et
Nous devons honorer Feu Tshisekedi Mulumba, le premier docteur en droit de ce pays qui nous a formé, notre maître, qui nous a enseigné à respecter les lois du pays et la Constitution en premier lieu. Voilà comment Feu Tshisekedi n'a pas violé la Constitution. Il n'y a pas eu mort d'homme. Je vous ai dit que les élections ont eu lieu. On ne vous a pas coupé l'Internet dans ce pays. Mais il y a eu des irrégularités, c'est ça de les dire. Ces irrégularités là-bas, aucun processus, l'œuvre humaine... Les gens qui ont voté la nuit, les élections du 20 au 26. Tout ça sont des témoignages que ceux qui sont lésés doivent amener à la Cour constitutionnelle exactement. Conformément, j'insiste, pas conformément au sentiment de quelqu'un, parce que c'est couché dans la Constitution. Et voilà pourquoi le gouvernement, faisant exécuter les lois du pays, la Constitution oriente les opposants pour... Messieurs, la Constitution n'a pas prévu qu'il faut marcher sur la route pour contester les lois. Il faut aller à la Cour constitutionnelle. Félix Tshisekedi, élu président de la République pour un second mandat. Monsieur Deobi Dzibou, quelles doivent être les priorités de Félix Tshisekedi pour son nouveau quinquennat? Je pense que d'abord, le chef de l'État parle de la consolidation des acquis. Le chef de l'État a touché plusieurs secteurs, plusieurs secteurs pendant les premiers mandats ici. Et voilà pourquoi bien entendu, il y a eu beaucoup de pesanteurs. N'oubliez pas que sur les 5 ans, le travail formel de lui-même, par lui-même, donc étant en manœuvre, c'est 3 ans, parce qu'on a eu à passer 2 ans avec l'FCC, des tristes mémoires, voyez-vous. Ces acquis vont être consolidés. Ça veut dire quoi? Les différents chantiers qui ont été ouverts vont continuer, les différents projets. Et là où nous attendons, ce qui est plus attendu, et c'est au niveau de la défense de l'intégrité du territoire. Absolument, pendant ce mandat ici, le M23, avec tous ses valets, doivent être dehors. C'est-à-dire, pendant ce mandat, notre territoire, l'intégrité doit être sauvegardée. Comment vous allez faire? Parce que déjà, il y a Bunagana qui est toujours sous contrôle. Félix Tshisekedi avait même décrété l'état de siège. Je fais les constats. La guerre continue encore à l'Est. Madame, c'est moi qui vous énonce qu'il y a un travail qui a été fait. N'oubliez pas que dans ce pays ici, il y a peu, l'armée ne pouvait pas importer les armes et les munitions. Et c'est comme ça que M. Kagame s'est décidé de Kigali de prendre Goma un jeudi, le samedi c'est Bukavu, et les jours suivants c'est la ville de Vira qui tombait. Voyez-vous. Et puis, et ça continue. Et madame, vous savez que dans ce pays, on a connu le Rwanda, qui a fait avec James Kabarebe une opération aéroportée. Partir de Goma pour aller atterrir à Quito dans l'ouest, et remonter sur Kinshasa ici, ça c'est le Rwanda. Mais je suis en train de vous dire que les efforts fournis par le chef de l'État aujourd'hui, lorsque vous voyez, on n'avait jamais eu dans ce pays la loi sur la promotion militaire dans ce pays, qui prévoit comment les dépenses doivent être, les dépenses allouées à l'État, plutôt à l'armée, doivent être faites. Et je n'entre pas dans les détails parce qu'ici il y a aussi la notion de secret défense. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi a suffisamment armé, outillé l'armée congolaise plus qu'auparavant. Donc les Congolais doivent espérer à ce second mandat que la guerre finira à l'Est. Dans ce second mandat ici, la guerre de l'Est va prendre fin, madame. Ça c'est important parce que vous savez, nous sommes Congolais. Notre habitation s'appelle le Congo. Et effectivement, quand quelqu'un est menacé chez lui à la maison, en tout moment, il est censé se libérer. Et le chef de l'État a promis que ça va être le cas exactement. Donc, les différents chantiers, les augmentations salariales au niveau des agents de l'État qu'on a déjà commencé, la gratuité de l'enseignement va s'améliorer davantage, la gratuité de la maternité, la couverture santé universelle, tout ça, tous ces chantiers-là vont continuer. Bien entendu, nous aurons maintenant un levier très important que nous attendons. Nous attendons que d'ici peu, la CENI puisse publier les résultats des élections législatives nationales et provinciales, ainsi que les conseillers dans les différentes communes. Et en ce moment, je pense que ce sera des leviers importants sur lesquels le chef aussi va s'appuyer. Et là, je suis heureux de constater, grâce aux efforts fournis, nous, UDPS, en ce qui nous concerne,
nous aurons plus de 32 députés. On ne va plus rester donc à 32. On aura plus de 32 en ce moment-là. Nous escomptons. Donc vous espérez donner une majorité à Félix Tshisekedi? Eh bien, il n'est pas question que nous on donne cette majorité-là. C'est parce que. Mais déjà, vous avez constaté qu'avec les élections législatives, on est également aussi à la fraude. L'élection a déjà eu lieu. Les élections ont déjà eu lieu et que nous attendons les résultats. Le peuple a déjà parlé. Et de la même façon que le peuple a parlé pour Félix Antoine Tshisekedi, exactement, nous attendons que une fois la CENI aura publié les résultats de ce même peuple-là puisse donner. Malgré la fraude qu'on décrit également au niveau des candidats qui étaient en train de... Les contentieux, ce n'est pas seulement au niveau de la présidentielle. Je vous ai dit que toute œuvre humaine est perfectible. Toute œuvre humaine. Il n'y a pas de perfection. Et puis, je vous ai parlé de ce qui s'est passé aux États-Unis, dans des pays de vieille démocratie. Ce qui se passe donc en France, et ainsi de suite. Ce n'est pas parfait. Chaque fois, il y a des imperfections qui sont appelées à être corrigées. Voyez-vous, et nous sommes en train d'évoluer. Rappelez-vous qu'en 2006, M. l'abbé Malou a proclamé les élections dans un char de combat, ici à Kinshasa. Il y a eu une guerre ici à Kinshasa entre le MLC et M. Kabangé. Voyez-vous, en pleine ville, en pleine capitale, il y a eu une guerre. Mais 2011, on a évolué. Il n'y a pas eu guerre, il y a eu contestation. 2018, on a évolué. Et maintenant, on a coupé l'Internet, on avait fait des choses. Mais maintenant, 2023, l'Internet n'est pas coupé. On est paisible, chacun va au travail. Voilà. Et voilà, nous avons évolué, madame. Pour dire quoi? Il y a des choses qui ont été corrigées. Il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu glissement. Non. Les choses sont en train de se corriger. Et c'est comme ça que ça va aller. Au fil du processus, les choses vont se corriger. Ça va s'améliorer. Je pense plus d'ici, 20-30 ans, donc notre démocratie va se parfaire, madame. Donc, vous pensez que le prochain Parlement sera crédible malgré tout ce qu'on évoque comme fraude, comme tricherie? Madame, ce Parlement sera crédible dans la mesure où ça sera la volonté du peuple, avec des imperfections inhérentes à la nature humaine, bien entendu. Et nous escomptons que ce sera mieux, plus que le Parlement d'où nous venons, où vous avez vu le chef de l'État lève l'option. Eh bien, Madame Mabunda, président de l'Assemblée provinciale, donne un avis divergent. Monsieur Tambe Mwamba, qui était président du Sénat, un avis divergent. On ne sera plus là. Mais cette fois-ci, on espère que lorsque les choses ne vont pas marcher, vous n'aurez plus de raison d'accuser les FCC, parce qu'avec le second mandat, c'est à toutefois quand ça ne marchait pas. Le FCC, c'est Kabila, on a eu 18 ans, ce pays, maintenant, Félix Tshisekedi a déjà 5 ans d'expérience au pouvoir. S'il y a des erreurs, vous n'allez plus accuser les autres. D'abord, comment les choses ne vont pas aller? Parce que les choses ont commencé déjà à aller. Dès le moment où nous avons mis de côté les esprits qui voulaient nous amener à rester tourner en rond, l'FCC, les esprits rétrogrades, les esprits du statu quo, les choses ont commencé à aller en rond. Je rappelle ici, madame, c'est depuis 2006 que la gratuité de l'enseignement primaire est inscrite dans la Constitution, votée en 2006. Mais c'est sous Félix Antoine Tshisekedi que cette gratuité est en train d'être exécutée. Aujourd'hui, nous avons dans certaines salles de classe, surtout à l'intérieur, le standard veut qu'il y ait 50 ou 55 enfants dans une classe. Mais il y a des classes qui débordent jusqu'à 80, 90 enfants dans la salle de classe. Pourquoi ils viennent d'où? Ce sont ces 6 millions d'enfants qui n'allaient plus à l'école, qui ont l'occasion maintenant avec la gratuité d'aller à l'école. Voyez-vous? Et là, quand vous parlez des infrastructures, madame, les infrastructures sont en train de... Nous sommes ici à Kinshasa. Vous avez des infrastructures qui n'avaient plus jamais existé depuis très très longtemps, oubliées, qui sont refaites. Voyez-vous? Donc, les choses sont en train d'aller. Il y avait un désordre généralisé dans les fichiers de la fonction publique, dans l'enseignement, les agents non payés, non mécanisés, tout ça. L'ordre est en train de revenir. Et on a revu à la hausse le traitement de la fonction publique, des militaires et consorts. Et donc, les choses ont marché. Et avec le second mandat, ça va marcher davantage. On n'aura pas tout terminé pendant le second mandat non plus. Non. Parce que ce qui a été détruit pendant 50 ans, ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi qui vient tout refaire, tout ressusciter. L'État était déjà liquéfié. L'État presque n'existait plus. Même les statistiques, on ne savait plus, nous sommes en combien. Voici donc, madame, les choses vont aller
davantage dans le second. Donc, on ne va plus attendre ces promesses comme avec le chef de l'État qui a été longuement critiqué, que même pendant son premier quinquennat, il n'y avait que de promesses au lieu de réalisation. Qui dit, madame, je ne vous permets pas de dire qu'il n'y avait que des promesses. Quand nous parlons, quand le chef a promis la gratuité, n'est-elle pas là? Effectivement, elle est là. Mais avec des problèmes. Mais je dis ceci, ces 6 millions d'enfants qui ont repris l'école, ils étaient dit oui ou non? Le chef a promis, il a réalisé. Donc, dans différents domaines, je disais que ça va, on va consolider les acquis. Je vous parlais de la défense de l'intégrité du territoire, qui est le chef tient le front. Voilà, le Paul Kagame qui était habitué à faire des aventures, venir ponctionner au Congo, l'or, coltan et consorts, ça s'est arrêté. Vous savez combien de fois l'économie du Rwanda en souffre aujourd'hui, voyez-vous. Donc, le travail se fait. Le chef tient le front. Maintenant, il va y avoir des outils. Les pesanteurs maintenant vont être réduites. On n'aura plus les pesanteurs qu'il y avait pendant le premier mandat. Est-ce comme ça exactement? C'est grâce aussi à la participation du peuple congolais qui a déjà voté et qui va donner au chef de l'État une majorité et qui va lui être acquise, madame. Dans une majorité, les chefs de l'État en train de travailler, quelle serait la taille? Vous pensez déjà à la taille du prochain gouvernement? Est-ce qu'elle sera réduite? Elle sera réduite ou bien on aura un gouvernement de 65, 50? Parce qu'il faudrait se partager des postes, faire plaisir à ces différentes personnes qui ont soutenu le chef de l'État. Écoutez, je ne vais pas mettre à la place du chef. Le chef, tout celui qui porte ce poids, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. On attend qu'il prenne seulement pour un second mandat. Ensuite, c'est lui le chef. Parce que n'oubliez pas que c'est lui qui porte l'étendard. En fin de compte, c'est lui qui a sollicité le mandat, le premier mandat et le second mandat. C'est lui qui rend compte au peuple. C'est lui qui va décider de la taille du gouvernement, d'abord du Premier ministre, de la taille du gouvernement. Ça serait malsain que moi, malaisé que moi je me mette à sa place. Et je laisse le chef lui-même, en toute conséquence, décider de ma venue, madame. Vous travaillez déjà sur la proposition des nouvelles personnes à proposer au chef de l'État pour le prochain gouvernement, l'UDPS? Pour le compte de l'UDPS, absolument. Nous y travaillons. Pour le compte de l'UDPS, nous y travaillons, oui. Est-ce que le peuple congolais doit espérer à une nouvelle classe politique au niveau de nouvelles figures plutôt au sein de gens qui viendront de l'UDPS pour le prochain gouvernement? J'aime vous dire chaque fois que je suis très exigeant envers les membres de l'UDPS, les cadres de l'UDPS qui vont aux affaires. Pourquoi je suis très exigeant? C'est parce que l'UDPS a passé 37 ans dans l'opposition. Le peuple congolais devrait comprendre pourquoi nous avons passé autant d'années dans l'opposition, affrontant les dictatures de M. Mobutu, de l'AFDEL, ensuite de M. Kabangé. Ça doit se justifier. Ça veut dire, lorsqu'un cadre de l'UDPS est au pouvoir, ça doit se ressentir absolument. C'est pourquoi moi, je suis très exigeant vis-à-vis de nos UDPS. C'est différent avec d'autres qui sont arrivés, qui nous ont trouvés dans le combat. Nos partenaires, c'est tout à fait différent. Et moi, je n'ai jamais dit, en ce qui me concerne, que lorsque l'un d'entre nous, ou certains d'entre nous, exercent le pouvoir, que la lutte s'arrête. Non. Loin s'en faut. Moi, je me dis que la lutte doit continuer. Comprenez aussi que, même au sein d'un parti politique, le parti doit désigner les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Et moi, j'aime insister en disant ceci. Nous, les chefs des partis politiques, nous devons être conséquents. Ça veut dire, c'est nous, les chefs des partis politiques, qui désignons les membres que nous envoyons dans les institutions. C'est nous, c'est comme ça que lorsque Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir, non, il a été notre candidat UDPS en 2018-19, nous sommes conséquents. C'est-à-dire que ces agissements à la tête du pays concernent le parti aussi est coté. Et c'est comme ça que moi j'insiste en disant que la lutte continue. Ça veut dire, nous sommes en train de voir les meilleurs de nous que nous allons envoyer, que nous allons recommander au chef de l'État pour des nominations le moment venu. Et je voulais dire que nous sommes très exigeants. Moi je suis très exigeant envers les nôtres, plus qu'envers d'autres. Et moi je suis vraiment optimiste parce que nous, UDPS, nous avons une mémoire importante à défendre. La mémoire de Feu Tshisekedi de Mono Badero's mémoire. Notre maître qui nous a appris. Il ne nous a jamais appris à voler. Non.
détourner. Non, il ne nous a jamais appris non, il nous a appris à travailler pour le peuple. Dieu a donné ce pays à ses populations plus de richesses que n'importe quel autre pays ici au monde. Eh bien, absolument. Moi, je dis, le peuple doit en bénéficier. Ces pesanteurs là-bas auxquels le président Félix Tshisekedi a fait face vont se réduire progressivement, bien entendu, d'abord en commençant par le Parlement que nous allons donc avoir. Et nous attendons que les populations qui ont déjà commencé à voter à ces robes tombées puissent en bénéficier davantage. Mesdames et messieurs, c'était là monsieur Deo Bizi Boubalola, qui est secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des questions politiques et administratives. Il était là, nous avons commenté l'actualité, la réélection de Félix Tshisekedi. C'est par ici que prend fin cette émission Entretien. Je vous retrouve très prochainement, sûrement avec un autre invité. Au revoir. Au revoir.